Bonjour à tous. Merci de nous préférer chez vous. C'est le moment de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf, l'éditorialiste. Avec lui, nous allons parler de ces violents combats entre le IGS et le JNIN à Menaka et à Gao. Nous sommes au nord du Mali. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Dans le nord du Mali, des combats violents opposent depuis le début du mois les deux mouvements djihadistes rivaux au Sahel. D'une part, le JNIN, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et d'autres, et de l'autre côté, j'allais dire, les IGS, la branche locale du groupe État islamique. Alors, Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire que c'est l'absence de l'État au niveau du Nord Mali qui explique ces combats? Oui, il y a plusieurs raisons à ces combats. Une des raisons, bien sûr, c'est l'absence de l'État parce que sur le territoire malien, si deux groupes armés terroristes s'affrontent, c'est que l'État n'a pas occupé l'espace avec les militaires. Puisque si l'État l'avait occupé, ces gens allaient se chercher plutôt au lieu de se combattre entre eux. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, ils se sont combattus sur le territoire malien, en particulier dans cette zone, puisque quand vous regardez le territoire malien sur une carte, on sait que dans telle partie, c'est le GNIM qui domine. Dans telle partie, c'est EIGS qui domine. Et d'ailleurs, quand il y a des attentats, quand il y a des enlèvements, c'est le premier élément d'information. On dit c'est la zone d'un tel, donc très certainement, c'est ce groupe qui a dû commettre le forfait. Et souvent, ça s'avère vrai. Il se trouve que actuellement, EIGS veut s'étendre davantage. Et ce n'est pas seulement l'absence de l'armée malienne, mais n'oubliez pas que la France a quitté cette partie où la France avait mis des bases qui dérangeaient très fortement les groupes armés terroristes. N'oublions pas également que le président nigérien, bien que on n'aime pas trop sa position très française, il a quand même une certaine franchise quand il parle de certaines choses. Mais il avait dit cela. Il avait dit clairement qu'avec le départ de la France, si on ne prend pas les mesures qu'il faut, cette partie va être prise par les groupes armés terroristes. Et c'est comme si c'est ce qui commence parce que chacun est en train de vouloir occuper cet espace qui aujourd'hui n'est pas véritablement sous le contrôle de l'armée malienne. Et ça se fait avec des affrontements malheureusement qui font des morts. Mais il faut qu'on le dise également, les groupes armés, que ce soit ceux affiliés à État islamique ou ceux affiliés à Al-Qaïda, ont même affronté les Touaregs, les Gatchas et autres pendant longtemps, de sorte que même les organisations signataires de l'accord avaient interpellé l'État malien sur deux choses. Première chose, pourquoi, quand les groupes terroristes font des victimes ailleurs, vous faites des journées nationales de deuil, et quand il y a des victimes chez nous, vous ne faites pas de journée nationale de deuil. Ils avaient également demandé à ce que eux aussi soient protégés comme les autres populations du Mali. Et certains même étaient allés dans le sens de dire est-ce qu'il ne faut pas revoir les accords de paix qui avaient été signés au niveau d'Alger lors du congrès qu'ils ont eu à tenir au nord. Pour dire qu'effectivement, dans cette zone aujourd'hui, le fait que l'armée malienne ne domine pas la zone, le départ de l'armée française, deux mouvements curieusement qui sont tous des groupes armés terroristes qui en principe devraient pouvoir être ensemble, s'affrontent pour dominer l'espace. Mais n'oublions pas également que c'est une zone qui est extrêmement vaste et très éloignée également de Bamako. Alors, après le départ des troupes françaises, on comptait plus sur les instructeurs russes. Ils sont où, Mamadou Diouf? Ben, les Français étaient combien? Je ne sais pas si vous avez vu les convois quand ils quittaient Bamako pour aller au Niger pour une bonne partie. Ils étaient combien? Ils avaient combien d'avions à leur disposition? Ils avaient combien de chars à leur disposition? Parce que dans une guerre, tout cela joue. Je ne crois pas que les instructeurs russes ont aujourd'hui sur cette partie du Mali, voire même sur l'ensemble du Mali, tout ce dispositif militaire que la France avait mis en place. Qu'est-ce qui les empêche de les avoir? Ben, je ne saurais le dire. Ils sont dans une situation de collaboration avec le Mali où on ne nous a pas édifiés sur les clauses, ni même sur les buts de cette collaboration, à part les aider à lutter contre les groupes armés terroristes. Ce qui fait qu'il est difficile de comprendre un certain nombre de choses. Et l'armée malienne a tendance toujours à dire que c'est l'armée malienne qui monte en puissance. C'est plutôt l'armée malienne. Il y a des instructeurs russes.
Ça ne sera pas 5000 instructeurs, certainement, parce que 5000, ce n'est plus instructeurs, ça devient des combattants. Et c'est pourquoi les gens parlent de ce que les Maliens ne veulent pas entendre. Les gens parlent de mercenaires, liés bien sûr à une organisation particulièrement connue, pas seulement au Mali, mais un peu partout. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure du président nigérien Mohamed Bazoum. Il avait insisté également sur le fait que, si on ne fait pas attention, cette zone sera une zone de terroristes. Mais en fait, la zone l'était déjà. La zone l'était déjà. La présence française réduisait la liberté d'action de ces groupes armés terroristes. Mais depuis toujours, tout le monde sait que là où il y a le plus de problèmes au Mali, c'est dans cette partie nord du Mali. C'est là où il y a le plus d'implantation de ces groupes armés terroristes. Et ce n'est pas pour rien que la France y avait mis plusieurs camps. Ce n'était pas un seul. Ils avaient mis plusieurs camps parce qu'ils savaient que l'espace devait être occupé. Et si vous vous rappelez, quand le président Macron a convoqué, puisque c'est comme ça qu'on avait appelé à l'époque les présidents africains concernés surtout par cette affaire, il avait dit aux gens, mais quand on fait le travail de nettoyage, il faut que vous occupiez l'espace. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse le travail de nettoyage, qu'on parte et que ceux qui étaient partis reviennent encore s'installer quand nous sommes partis. Ce n'est pas notre rôle d'occuper le territoire. On vient en appui et voilà le type d'opération que nous faisons. Bon, ça n'avait pas plu, mais c'était ça la stratégie de la France, c'était ça l'intervention de Barkhane en particulier. Et Takuba allait aller exactement dans le même sens, mais tout ça a été arrêté. Et aujourd'hui, non seulement l'armée malienne ne parvient pas à occuper ces espaces, mais pire, les Français ne sont plus là pour faire face, comme ils l'ont fait pendant un temps au niveau du Mali. On peut donc poser des questions sur l'avenir de cette partie du Mali après ces combats. Alors cette partie sera purement occupée par le groupe qui gagne le Oui, mais combat. ça ne sera pas facile parce que les groupes Touareg sont là-bas. Les Gachas, qui sont également des groupes armés qui sont en relation avec l'État malien, sont là-bas. Et quand il s'agit de combattre les groupes armés terroristes, les Gachas et les Touaregs se mettent ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une opposition qui est là, qui est sur place, mais qui effectivement ne semble pas pouvoir faire le poids, surtout devant deux groupes terroristes armés qui ont des appuis à l'international. Rappelez-vous ce que le président nigérien avait dit. Bon, n'oublions pas qu'il a été ancien ministre de l'Intérieur, donc il a ses réseaux en matière d'information. Il avait dit clairement que les gens sont en train de regrouper des gens. Il avait dit clairement qu'il y a même des personnes qui sont venues, qui ne sont pas des Maliennes, qui sont venues de pays étrangers. Aujourd'hui, tout s'est vérifié. Parce que les rares informations qui viennent de la zone disent clairement qu'effectivement, il y a des affrontements. Quel nombre de morts, on ne connaît pas parce que le GENIM donne son chiffre, EIGS donne son chiffre. Ce qui est clair, chacun reconnaît des dizaines de morts dans son camp et annonce un nombre de morts supérieur dans le camp de l'autre. Et malheureusement, les populations civiles en font également les frais. Alors, s'il le dit, c'est peut-être parce qu'il a des informations en tant que, vous l'aviez dit tout à l'heure, ancien ministre de l'Intérieur et surtout aujourd'hui en tant que président de la République. Une solution, il serait bien peut-être de parler avec lui au lieu de le taper entre griffes. Non, mais c'est que pour cette affaire des groupes armés terroristes, le Mali, le Niger, le Burkina, sur cette zone des trois frontières, comme on l'appelle, mais si ces trois pays n'agissent pas ensemble, ben c'est comme si vous ouvrez un boulevard pour les groupes armés terroristes. On a vu le cas de Boko Haram avec le Nigeria. L'ancien président Goodluck Jonathan refusait aux Camerounais, aux Tchadiens, aux Nigériens de traverser la frontière, même s'il fallait poursuivre les gens de Boko Haram. Mais quand le nouveau président est venu, lui, il a ouvert les vannes, laissé les gens les poursuivre, et mieux, les pays se sont concertés pour mener des opérations de façon commune. Mais tout le monde voit le résultat. C'est vrai que Boko Haram est toujours là, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que Boko Haram était. Et c'est inexplicable que le Mali, le Niger en particulier, veuille créer un conflit entre les deux pays, alors que chacun de ces pays est confronté au même groupe armé terroriste, soutenu soit par État islamique, soit par Al-Qaïda. Je crois que le minimum devrait être de mettre ensemble leurs forces pour pouvoir, au niveau des frontières et même au-delà,
voir comment réduire au minimum possible, voire même anéantir ces groupes armés terroristes. Mais malheureusement, tout le monde voit actuellement comment la relation est très mauvaise d'un point de vue diplomatique entre le Niger et le Mali. L'inquiétude aujourd'hui, on trouve cela parce que récemment, l'armée nigérienne en collaboration avec les troupes françaises ont chassé des djihadistes. Certains ont été neutralisés, d'autres ont été tués également. Alors les gens disent que quand ils traversent la frontière, ils vont carrément soit au Burkina Faso ou bien au Mali. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'était la stratégie de Boko Haram. C'est la stratégie également de ces groupes. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on fait sur la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, etc. La stratégie est claire. Depuis longtemps, les stratèges, les militaires ont dit il n'y a aucune logique qu'un État seul veuille combattre une structure qui est présente dans son État, mais qui a des démembrements dans les autres États. Certains même allaient jusqu'à dire que ces groupes sont en avance d'un point de vue stratégique par rapport à nos États, parce qu'eux, ils raisonnent sur un espace beaucoup plus large. Ils ne raisonnent pas sur un seul pays, alors que les pays sont en train de vouloir apporter une réponse en raisonnant sur un seul pays. Les spécialistes ont parlé depuis longtemps de cette question. Mais c'est pourquoi il est important, on l'a vu ici, le Togo l'a fait avec le Burkina, avec le Bénin, à un certain moment, ensemble, ils ont essayé de traquer les terroristes. Ça a donné des résultats. Peut-être ce n'est pas suffisant, mais cela a donné des résultats. Mais c'est la même chose qui doit être faite entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et même au-delà, il faut que la solidarité africaine puisse s'affirmer sur cette question-là. Parce que le jour où on laissera ces terroristes prendre ces pays, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont rester tout simplement au Mali, au Niger et au Burkina. Ils risquent également de traverser d'autres frontières pour semer la même pagaille dans d'autres pays. Alors, parlant justement de ces groupes et de ceux qui viennent, qui quittent ailleurs et qui viennent au nord du Mali, on peut souligner quel groupe et quel groupe? Le président nigérien avait été très clair. Il avait dit qu'il y a des gens de Boko Haram qui sont là-bas. Et comme ces groupes armés appartiennent à des groupes à caractère international, comme État islamique. Quand vous allez dans État islamique, vous avez toutes sortes de nationalités dedans. Parce que l'État islamique n'est pas un État malgré le nom. Mais vous y trouvez des gens de toute nationalité. Quand vous prenez Al-Qaïda, c'est la même chose. Vous y trouvez des gens de toute nationalité. Et puisqu'il y a un affrontement entre les deux, chaque groupe voulant prendre le dessus, mais si le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, fait appel à Al-Qaïda pour l'appuyer, Al-Qaïda lui enverra des gens, quelle que soit la nationalité de ces gens. Si EIGS fait la même chose avec État islamique, c'est la même chose qui va se passer. Et même ça pose problème. Ces gens sont passés par où pour venir rejoindre ces groupes? Ils sont passés par où? Mais ça montre qu'il y a un problème dans cette zone qu'il faut résoudre. Parce que si des gens peuvent faire appel à des soldats, que tout le monde est au courant qu'il y a appel à des soldats, les soldats viennent, qu'on dise que les soldats viennent et qu'on est là, on regarde jusqu'à ce que ce qu'on prédisait en quelque sorte se produise. Mais qu'est-ce qui a été fait pendant tout ce temps-là? La question, elle est là. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que le Mali a fait et même qu'est-ce que le Niger a fait. Le président Bazoum ne devait pas seulement poser le problème et bloquer simplement la frontière du Niger parce que ça ne suffira pas pour protéger le Niger. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Surtout, qu'est-ce qui sera fait par Bamako, selon vous, la réaction des militaires face à ce qui se passe au nord du Mali? Dans un premier temps, je me dis que si j'étais militaire malien, je les laisse affronter. Qu'ils s'affaiblissent d'abord entre eux. Le seul malheur, c'est quel sera le prix payé par les populations. Parce que dans une guerre, pour l'État malien, il n'y a pas de préférence, je crois, entre État islamique et Al-Qaïda. Tous les deux sont des ennemis. Si mes deux ennemis s'affrontent, il faut mieux les laisser s'affronter pour s'affaiblir. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Boko Haram. Ce qui s'est passé, c'est que Boko Haram de Chekao s'est affronté avec ISWAP. Et Chekao est mort dans cela. Ce n'est pas les soldats du Nigeria ou qui que ce soit qui l'ont tué. C'est dans un affrontement entre deux branches de Boko Haram qu'il y a eu la mort de Chekao. Pour l'armée malienne, si la même chose se produit au nord du Mali, si ça affaiblit les deux groupes armés, et c'est là où ça arrange l'armée malienne. Mais malheureusement, quel est le coût de cet affaiblissement pour les populations de la localité? C'est ça qui pose problème. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière on reçoit
notre invité.